Une escale de Jeanne à distance. Mon invitée est Lucille Debaille. On va parler avec elle et on va aussi converser autour de son livre « Les identités remarquables » aux éditions Le Lys Bleu. Bonjour Lucille. La nostalgie, c'est comme les coups de soleil. Ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir. C'est de Pierre Desproges et c'est sur votre page. Pourquoi ces mots ? Bonjour Jeanne et merci pour cette escale. Alors Desproges, je dois confesser un gros faible pour Desproges, qui a ses détracteurs, qui n'en a pas. Mais voilà, j'ai toujours aimé son humour assez corrosif, il faut le reconnaître. On dit parfois la politesse du désespoir. Je crois que dans son cas, c'est assez vrai. Après, le parallèle un peu atypique, en effet, avec la nostalgie. Alors la nostalgie, c'est une impression qui peut être très douce, légère, agréable, non exempte même de plaisir et même de complaisance. Et puis le soir, eh bien il reste la solitude, il reste le désarroi peut-être, il reste en fait la perte. Alors les rayons de soleil sur la peau, c'est très agréable dans l'après-midi, mais c'est vrai que ça peut brûler aussi très fort. Et je pense que la nostalgie, dans ce sens-là, est quelque chose en effet qui s'en rapproche. Donc cette phrase de Desproges m'a en effet parlé. Les identités remarquables sont comme une histoire d'amour qui ne finit pas. En réalité, c'est une amie Facebook que vous avez rencontrée dans la vraie vie, comme on dit, qui se fait appeler Charlie. Et depuis, vous n'avez plus eu de paix possible. Elle est très intrusive, elle s'introduit dans votre vie par ses urgences, en SMS, mail, etc. Vous étiez un peu dans ce temps figé d'un cancer, et avec en même temps un traitement. Je crois que c'est votre troisième cancer. Est-ce que vous pensez que vous étiez une proie plus facile à ce moment-là ? Et que j'ai été une proie plus facile à ce moment-là, oui. Mais le terme de proie est un peu difficile parce que je n'avais pas affaire qu'à une prédatrice, ou alors j'étais une proie très consentante, on va dire, dans la mesure où j'avais besoin d'une intrusion dans ma vie à ce moment-là. Je demandais en fait que quelque chose se passe de nouveau dans ma vie et m'éloigne de ce cauchemar de la maladie qui vous submerge, qui est un tsunami quand ça vous arrive. Et disons que cette Charlie, par sa fantaisie, son côté fantasque, représentait un courant d'air frais, neuf dans ma vie. Donc proie, oui, mais proie vraiment avec mon consentement. Votre personnage dans le livre raconte qu'elle a un compagnon plus jeune qu'elle. Et pourtant, il l'aime follement. Est-ce que la maladie, les traitements, cette différence d'âge rend plus vulnérable ? Je considère que rien n'est jamais acquis. C'est vrai qu'une femme qui a 12 ans de plus que vous et qui est malade en plus, c'est pas le comble du glamour. Et la maladie, oui, je le répète, ça fragilise. En effet, ce compagnon, dans le livre et dans le réel, me protège et me rassure énormément. Mais il est bien sûr que 12 ans de différence entre un homme et une femme, ça compte, c'est important. Et on sait qu'il faut beaucoup aimer pour accompagner quelqu'un dans ce parcours de combattant. J'ai cette chance. J'ai eu cette grande chance et je l'ai toujours. Mais comment vous dire ? J'en reste émerveillée chaque matin parce que je crois que ça, c'est un véritable cadeau et que on ne l'a pas à tous les coups. Ça, c'est un don du ciel. Voilà. Charlie, votre héroïne, a tenté de vous convaincre de guérir par l'intermédiaire d'un gourou, à distance d'ailleurs. Vous pensez qu'on est plus crédule quand on est malade ?
Plus vulnérable, plus crédule, moi qui, a priori, me flattais d'avoir un esprit très cartésien, oui, c'est certain. Je l'ai été, je suis restée plus crédule, et en réalité, je peux essayer à peu près tout ce qui m'est proposé pour tenter d'aller mieux, si c'est possible. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu le pari de Pascal, hein. On se dit faisons les gestes, on ne sait pas ce qu'il y aura au bout, mais la guérison, pourquoi pas, la rédemption peuvent venir de surcroît. Voilà. Vous seriez étonné de trouver aujourd'hui dans mon sac un chapelet, un petit ange, un œil de Sainte Lucie. Enfin bon, il faut vous dire aussi que j'ai eu une enfance africaine au Sénégal à cause de mes parents qui y vivaient et que, allez savoir, j'ai peut-être gardé un petit côté animiste, gris-gris, etc. En tout cas, oui, tout ce que je peux essayer, j'essaie. Voilà. Vous avez fait philo, Sciences Po, et vous écrivez. Et vous avez pourtant toujours, je crois, cette tentation de la philosophie. Vous dites, je fais ce que je peux, avec mes silences et le reste, avec mes peurs de bête, avec mes cris d'enfant qui ne débordent plus, je fais ce que je peux, dans ce petit bain de cruauté et de lumière, dans la violence du temps qui piétine nos rêves, dans nos petits pataugements précieux, un matin après l'autre, un oubli après l'autre. Un mot sur le suivant, je fais comme tout le monde, avec le ciel et sans les dieux. Ce n'est pas de vous, mais c'est aussi sur votre page. Pourquoi vous dites cela ? C'est un texte que je trouve admirable de Thomas Vino, un poète. C'est extrait de son très joli livre Bleu de travail. Et à mon sens, on peut difficilement mieux dire parce que c'est exactement la condition humaine. Voilà, des souffrances de bêtes, oui, des aspirations d'hommes, oui, un ciel vide au-dessus de nous, oui, des dieux peut-être, mais nous ne le saurons que plus tard. Dans l'immédiat, il faut s'arranger avec cette béance. Parfois on oublie, parfois on ne peut plus oublier. Je crois que ça résume parfaitement la condition humaine et que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce texte par ailleurs très poétique. Je reviens à votre livre Les identités remarquables. Charlie continue à être intrusive, elle vous fait vivre une vie de fou, vous ne la croyez plus beaucoup. Et puis arrive le temps de la rémission. La rémission pour vous, c'est la vie retrouvée, et Charlie soudain est de trop, ou plutôt vous ne supportez plus tous ces fantasmes, et en même temps, oui, vous n'avez plus de place pour Charlie. Est-ce vrai ? C'est assez vrai, oui. Disons que j'ai beaucoup moins de place pour Charlie. J'ai moins de place parce que la vie est pour moi un territoire conquis et que tous les fantasmes me paraissent alors un peu, disons, anecdotiques. J'ai l'impression qu'elle m'a fait rêver, j'en avais grand besoin. J'ai été captivée, mais je suis devenue aussi sa captive. Donc, je crois qu'il y a un moment où je veux briser un peu ce sortilège. Je me sens un peu à la fois redevable, oui, et prisonnière aussi. Vous décidez de ne plus parler à Charlie, de ne plus rien recevoir, et c'est le silence. Et puis vous apprenez qu'elle a écrit un livre qu'elle a appelé La discordance des temps. Vous faites semblant de ne pas connaître ce livre, de ne pas l'avoir lu, et vous l'avez lu. Et puis, vous allez quand même visiter Charlie. Et la discordance des temps, c'est peut-être son temps à elle qui continue, et en même temps le vôtre. La rémission vous a fait sortir à nouveau vers la vie. C'est cruel pour elle, pour vous aussi certainement, de ce silence d'un seul coup, cette séparation. Mais la discordance des temps, pourquoi vous l'avez ajoutée dans votre livre ? Et je crois que dans ce jeu de rôle d'identité, on s'y est perdu un peu toutes les deux. En fait, je voulais écrire un livre et donc, finalement, elle a pris ma place. C'est elle qui l'a écrit, ce livre.
Donc, avec cette discordance des temps, son roman à elle, je voulais rendre une voix propre à Charlie, parce qu'elle a usurpé mon identité d'écrivain. Nos jeux de rôle sont peut-être allés trop loin, disons qu'ils sont allés jusqu'à la confusion d'identité. Après, il faut que je vous fasse une confidence, cette fois-ci très très réelle. Charlie est un personnage romanesque, certes, mais c'est aussi une personne qui existe. C'est aussi une femme à qui je dois rendre justice. Car dans les faits, c'est bien moi qui ai écrit ce livre. Donc finalement, qui s'est servi de qui? On s'est vraisemblablement servi l'une de l'autre. Voilà. Peut-être un peu trop loin, je ne sais pas. J'ai tenté de vous trouver sur votre page. Il y a des mots magnifiques qui vous vont merveilleusement bien, que vous endossez merveilleusement bien. Et en même temps, il y a comme une sorte de... Vous aimez bien vous cacher en endossant parfois les mots des autres, comme pour ne pas en dire trop. Et puis, il y a les tests. Comment je serai dans 10 ans, comment je me projette dans l'avenir. C'est très amusant. Mais pourquoi ces tests ? Ah, ces tests, je dirais que c'est mon côté gamin, mon côté adolescent. Ça traduit évidemment mes incertitudes, mon angoisse de l'avenir, certainement, mon besoin de me rassurer. Voilà, j'aime me voir, par exemple, à 90 ans. Ben déjà, ça m'assure d'une longévité que je suis pas du tout certaine d'avoir. Et puis, il y a sans doute l'idée puérile que dans tous ces fragments de moi que je laisse sur Facebook, il va peut-être émerger une sorte d'identité plus stable, plus pérenne de moi-même, plus harmonieuse aussi, qui sait. Enfin, je crois que c'est à la fois un jeu, un moyen de se connaître un peu plus et beaucoup, un moyen de se rassurer. Vous avez fait philo et Sciences Po et vous écrivez. Mais vous avez toujours une tendance, je dirais, à la philosophie dans votre écriture. C'est de la littérature, bien sûr, il y a toujours de la philosophie dans la littérature. Mais c'est vous qui dites la différence. Pourquoi vous faites cette différence ? Je dirais que pour moi, c'est quand même sensiblement différent. La philosophie, ce sont vraiment les abstractions, les concepts, les idées, le raisonnement. La littérature aurait beaucoup plus à faire avec les émotions, la poésie, les sensations, quelque chose de plus immédiat, de plus sensitif que la raison. Alors bien sûr, nos émotions vont nous permettre aussi d'accéder aux abstractions. Mais pour moi, rien n'est plus beau que la littérature, parce que c'est moins codé, parce que c'est accessible à chacun. Et puis, après, bon, bien sûr, chaque individu normalement tourmenté, je dirais, s'intéresse à des questions philosophiques, métaphysiques, et se met à philosopher dès lors qu'il commence à penser. C'est certain. Mais disons que la littérature est plus immédiatement accessible. Voilà. Où en êtes-vous aujourd'hui, Lucille de Maille ? À la fois dans l'écriture, à la fois dans votre présence sur le réseau, comme si vous étiez vraiment très présente, mais en même temps un peu par procuration de beaucoup de choses. Et on ne sent pas du tout que c'est par procuration, on sent que c'est vous. Et vous avez repris votre vie, je crois maintenant, entre le mot rémission, entre le mot traitement, entre le mot ça pourrait arriver. Comment vit-on ce temps à la fois de vie à pleines dents et d'incertitude ? Alors aujourd'hui, je vis dans l'écriture, toujours, quelque chose de nouveau. Je suis dedans, je prends mon temps. Je vis pas dans les réseaux, mais avec les réseaux, en survolant un peu tout ça et souvent avec beaucoup d'intérêt. Et puis, je vis avec une épée de Damoclès en permanence, puisque je suis surveillée d'un point de vue médical comme le lait sur le feu, heureusement d'ailleurs, parce que c'est à cause de ça que je suis toujours là. Alors je vis en essayant de goûter chaque instant précieux de la vie, mais
je ne peux plus aujourd'hui, dans mon parcours, oublier d'apprivoiser la mort à chaque instant. Voilà. Je crois que je ne peux plus oublier cette nécessité. Donc, je vis en goûtant l'instant, mais je vis aussi en essayant d'apprivoiser quelque chose qui est notre fatalité à tous, mais qui n'est pas facile à vivre au quotidien. Mais voilà, j'ai plus le choix. Je vis avec ça. C'est obligé. Je ne peux plus l'oublier. Nous allons presque arriver à la fin de cette escale à distance. Est-ce que vous voulez nous chanter quelque chose ou nous lire quelque chose qui vous tient à cœur? Alors je vais vous épargner la chanson, vous n'avez pas mérité ça, mais je vais vous lire un texte qui nécessite quand même, je crois, une petite explication. Voilà, j'ai été longtemps fascinée dans mon adolescence, dans mes études, par la figure littéraire et puis romanesque et puis un peu mythique finalement de Don Juan. Et dans ce livre, Charlie incarne à la fois la nostalgie de l'adolescence, d'une certaine innocence, et une image du donjuanisme au féminin. Alors je vais vous lire un petit échange au sujet de Don Juan, que l'on doit à Roger Grenier. Je vous avouerai que je ne sais plus dans quel livre, mais qui est un texte que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un échange. Don Juan m'intéresse tellement, je voudrais tant connaître le secret de cette âme tourmentée. Pourquoi croyez-vous qu'elle soit tourmentée? Le désir ne tourmente que s'il n'est pas satisfait, sinon il vous porte. Le remords? Don Juan n'a jamais eu de remords. Mais la statue du commandeur, c'est le remords, n'est-ce pas? Non, ce n'est peut-être que la fatigue. Voilà, tout ça pour finir en disant que les héros aussi sont fatigués. Alors nous aussi, parfois. Nous voici à la fin de cette escale à distance, Lucille. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. En partant, je ne sais pas si je vous connais mieux, mais en tout cas, je trouve que ces mots que vous avez mis vous-même, toujours dans votre habitude un peu de mettre des mots, de nous passer des messages par procuration, ce sont des mots de Marguerite Duras. Elle écrit « Il reste toujours quelque chose en soi, en vous, que la société n'a pas atteint, d'inviolable, d'impénétrable et de décisif. » Je crois que c'est l'impression que j'ai en repartant avec le bateau de l'escale. Un grand merci. Et vraiment, quel magnifique livre, Les Identités remarquables, aux éditions du Lys Bleu. Et cette illustration de couverture de Déborah Choc, Le Carnaval des mots, qui est magnifique. Un grand merci. Merci à vous, Jeanne, pour votre lecture si attentive et bienveillante. Merci pour cette rencontre lumineuse. Merci de m'avoir si bien comprise à travers mes mots, à travers ceux des autres et ceux que je ne sais pas dire. Merci de m'avoir donné enfin cette possibilité si précieuse de trouver un écho, une écoute. J'ai été vraiment ravie de partager cette escale avec vous et j'espère que nombreux seront ceux qui la partageront aussi avec nous, avec plaisir. C'était l'escale de Jeanne à distance avec Lucille Debaille.